Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 20 juin 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Ravi de te revoir, Larry. Salut, comment ça va? Moi, ça va bien. Bon choix de chemise. Ouais, aujourd'hui, on est dans le bleu. On est dans le bleu. Oui. Larry, commençons par ces deux négociations. Deux délégations se dirigent vers la Suisse, toutes les deux du côté iranien. Quand on regarde la liste de la délégation iranienne, ce sont les mêmes personnes d'ailleurs, en gros les mêmes. Le président du Parlement iranien, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, le ministre des Affaires étrangères et plusieurs vice-ministres des Affaires étrangères. Et puis il y a aussi un membre du Conseil de sécurité iranien. Du côté des États-Unis, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Jared Kushner, accompagné de Steve Witkoff, est déjà sur place. Jared Kushner était là avant Steve Witkoff, puis Steve Witkoff l'a rejoint. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle, J.D. Vance vient juste de décoller pour la Suisse, pour y être demain. Oui, voilà. Eh bien, en fait, Aragchi, Galibaf, Esmail Bagaï. Bagaï, oui, ils sont déjà sur place. Ils ont atterri. Il y a des photos d'eux en train de descendre de l'avion, accueillis par une délégation. Je ne sais pas exactement qui faisait partie de cette délégation, mais l'accueil a été très chaleureux. Et en plus de ça, il y a aussi le Premier ministre et le chef de l'armée du Pakistan. Eux aussi s'y rendent. Et des Qataris. Oui, on a des membres Qataris parmi les médiateurs. Je ne sais pas qui c'est exactement. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar ou quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères. Donc, on est à un niveau assez élevé. Les Qataris et les Pakistanais jouent un rôle essentiel comme intermédiaires. Je ne sais pas s'il y aura des discussions directes entre l'Iran et les États-Unis où ils seraient assis dans la même pièce pour se parler. Vous savez, par le passé, c'était toujours le même schéma. Les Iraniens parlaient aux Pakistanais ou aux Qataris, puis ces derniers allaient parler aux Américains. Donc c'était toujours indirect. Si cette fois il y a une communication directe, peut-être qu'il y aura des avancées. Il semble que l'administration Trump ait réussi à faire en sorte qu'Israël arrête les attaques. Ils ne se sont pas retirés, mais au moins ils ont cessé l'offensive dans le sud du Liban. Cela a, semble-t-il, un peu réduit l'urgence de la situation pour le moment. Si Israël tire encore, je n'ai vu aucun offtats in das. Non, je ne l'ai pas vu. Parce que les dernières nouvelles disent qu'ils ont accepté une sorte de cessez-le-feu. Mais ces dernières 24 heures, plus de 10 fois, ils ont annoncé un cessez-le-feu. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Ils nous attaquent, on répond. Ils attaquent, on riposte. C'est le même scénario qu'on a déjà vu. Mais je crois que le directeur de l'AIEA est aussi sur place, Larry. C'est peut-être un peu tôt pour lui de se montrer, parce que l'Iran n'est pas prêt à parler du nucléaire. Ils ont d'autres priorités. Débloquer leurs avoirs, lever les sanctions et faire en sorte qu'Israël sorte enfin du sud du Liban. La nuit dernière et celle d'avant, il y a eu de très fortes attaques du côté israélien et des actions défensives du côté du Hezbollah, parce qu'ils voulaient atteindre une zone appelée la colline Ali Tahir. C'est une sorte de forteresse, quelque chose comme ça. Et apparemment, il y a, je ne sais pas, des tunnels là-bas. Le Hezbollah aurait des tunnels dans ce secteur, semble-t-il. D'après les informations, ils voulaient prendre le contrôle de cette zone, qui est stratégiquement très importante pour les Israéliens. Mais ils ont échoué. Jusqu'à présent, ils ont perdu 4 soldats. 1 la nuit dernière, 13 ont été blessés cette même nuit, et 4 la nuit précédente. 4 morts la nuit précédente. Oui, non.
Je pense qu'ils subissent aujourd'hui des pertes plus importantes qu'en 2006 lors de cette tentative-là. Donc au final, vous savez, c'est pour ça qu'en 2006, les pertes étaient devenues trop lourdes et ils s'étaient retirés. Et je crois qu'ils suivent exactement la même trajectoire en ce moment. Oui, Larry, il se passe quelque chose de sérieux aux États-Unis en ce moment. Quand on parle de... Enfin, j'ai discuté aujourd'hui avec pas mal de gens, de tous horizons, de droite, de gauche, du centre. Mais la situation est quand même... Regardez J.D. Vance. Dans son dernier podcast, il a comparé Israël à la France et au Royaume-Uni. Il a dit qu'ils étaient alliés, comme la France et le Royaume-Uni. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que les Israéliens le voient? Est-ce qu'ils se sentent vraiment, eux, comme la France, vis-à-vis des États-Unis? Eh bien, je pense qu'il faut voir les choses autrement. Israël s'est longtemps considéré comme ayant une relation très spéciale avec les États-Unis, un peu comme si nous étions des partenaires romantiques, presque. Et maintenant, Israël se réveille en découvrant que nous voyons d'autres personnes. Donc, on n'est plus dans ce qui pensait être une relation monogame avec eux. Et de leur point de vue, on les a en quelque sorte trahis. Certains voient d'ailleurs ce que Trump a dit et fait comme une trahison. C'est ça qui rend toute cette situation si fascinante. Vous savez, ce serait une chose s'il l'avait interprété comme ça, si J.D. Vance voulait dire qu'on traite Israël comme la Grande-Bretagne et la France, parce que ce sont des alliés importants. Dans ce cas, je pense que si Israël l'avait compris de cette façon, il se serait dit « Ah d'accord, c'est bien ». Donc oui, je ne vois pas trop ce qu'il voulait dire d'autre avec cette comparaison, parce que c'est pas comme si on avait de mauvaises relations avec la France ou le Royaume-Uni. On a, disons, des relations normales, des relations d'adultes. Parfois, on s'oppose, et parfois on est parfaitement sur la même longueur d'onde. Oui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'Israël n'a rien de particulier pour nous. C'est un pays allié, comme d'autres nations en Europe. Eh bien, j'allais justement dire que ça aurait été plus clair s'il avait dit, par exemple, on considère Israël comme on considère le Botswana. Là, ça aurait envoyé un message. Ou la Bolivie, ou je sais pas, le Liechtenstein. En gros, pour dire que c'était un petit pays sans importance. Là, oui, ça aurait vraiment fait passer un message. Mais là, il les met au même niveau que deux pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas vraiment une insulte, quand même. On a vu Israël Hayom s'en prendre à Donald Trump. Et on sait bien qui possède Israël Hayom. La famille Adelson. On parle de cette famille depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. À l'époque, il le soutenait totalement. Aujourd'hui, il se retourne contre lui. Et qui est le produit de cette famille? C'est Marco Rubio. Regardez Marco Rubio derrière Donald Trump quand il parle de faire pression sur Benjamin Netanyahu. Il a l'air tellement triste. Il regarde autour de lui. Il ne sait pas quoi faire. Non, il n'avait pas l'air très content. On verra bien. Vous savez, on pourrait penser que si quelqu'un s'opposait vraiment à cette politique, il quitterait la salle. Mais je crois que s'ils ne partent pas, c'est parce qu'ils veulent rester aussi proches que possible, pour continuer à essayer d'influencer la politique américaine afin qu'elle reste alignée sur celle d'Israël. Pensez-vous que l'administration Trump soit divisée en deux camps, deux courants différents, l'un America First et l'autre Israel First? Oui. Ouais, non, je pense qu'il y a encore un courant très pro-Israël qui est scandalisé par tout ça, par le revirement de Trump ou sa trahison, selon eux.
mais je ne suis pas sûr que ce courant grandisse. Il y a quand même un autre segment, plus lucide, qui comprend à quel point cette guerre coûte cher à Donald Trump, politiquement, à quel point ça lui coûte d'être perçu comme quelqu'un entièrement soumis à Israël, où Israël passe avant tout et les intérêts américains après. Beaucoup de gens commencent vraiment à en avoir assez de ça. Randy Fine avait tweeté « N'importe qui sauf J.D. Vance » en 2020. Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu ça, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce type? Larry, qui soutient J.D. Vance au sein de l'administration Trump. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme J.D. Vance et Joe Kent. Parce qu'avant, tu te souviens, avant que Joe Kent ne démissionne de l'administration Trump, on ne savait rien de lui. Non, mais qu'il soutenait. Enfin, Joe Kent n'était pas vraiment une figure publique. Je veux dire, je le connaissais, je savais un peu ce qu'il avait fait avant. Bon, il y a Elbridge Colby, au département de la Défense, au Pentagone. C'est un peu comme le vice-secrétaire à la Défense. Je crois qu'il soutient J.D. Vance. Et puis je pense que Robert F. Kennedy Jr. aussi soutient J.D. Donc il n'est pas complètement sans appui. Trump, tu vois, je pense qu'il perd de plus en plus le contact avec la réalité. Il y a des aspects de lui qui restent connectés et d'autres pas du tout. Et là, aujourd'hui, le voir se lancer dans une espèce de querelle ridicule avec Giorgia Meloni, la première ministre italienne, c'était juste absurde. Franchement, il se comporte comme une ado vexée qui réagit de manière impulsive. Pourquoi c'était nécessaire de dire ça? Qu'elle voulait prendre une photo avec moi. Oui, enfin, elle lui répond du tac au tac. Oui, elle a répondu en disant « Je ne mendie pas » et l'Italie ne mendie pas non plus. En gros, elle a dit « Ici en Italie, on ne mendie pas ». C'est ce qu'elle a répondu à Donald Trump. Mais elle a aussi ajouté que Donald Trump ne traitait pas bien les alliés des États-Unis. Et c'était ça le fond de son message. Alors, Larry, pour revenir à l'administration Trump, Rubio ne fait pas partie des négociations. Je ne vois pas vraiment quelle influence Rubio peut avoir dans ces discussions en cours. Il n'a jamais été impliqué, ni en Ukraine, ni maintenant avec les Iraniens. On ne voit pas beaucoup le rôle de Rubio là-dedans. Quelle est son influence dans ces négociations, s'il en a une? Je ne suis pas sûr qu'il ait autant d'influence. Comme vous l'avez dit, il n'est pas vraiment au premier plan. S'il dirigeait vraiment cette négociation, peut-être qu'il a choisi de ne pas s'impliquer, en se disant « si je m'en mêle et que ça tourne mal, on me tiendra pour responsable ». Du coup, il préfère laisser J.D. Vance être celui qu'on accusera. Mais quand on regarde les négociations, l'équipe qui va déjà se rendre en Suisse pour discuter avec les Iraniens, est-ce qu'on va voir le même genre de résultat que celui qu'on a eu à Islamabad? Parce qu'à Islamabad, les deux parties étaient en train de parler. Vous avez dit que non, mais là-bas, tout s'est bloqué. Donc, si on met ça de côté, t'es série sexy, Nazatued. est-ce que vous attendez quelque chose de bon ou un résultat positif de ce second tour avec ce qui se passe demain? Il y a un groupe du département d'État. Certains diplomates ou agents du service extérieur américain étaient déjà en Suisse, en train de discuter avec des représentants iraniens. Donc les communications n'étaient pas complètement coupées, ou bien ils parlaient déjà par intermédiaire. Je pense qu'ils vont finir par s'exprimer, mais tout dépend vraiment d'Israël. Pour l'instant, il y a un cessez-le-feu, et les États-Unis ont réussi à obtenir d'Israël qu'il cesse de tirer et de bombarder au Liban. Si les hostilités reprennent dans les 24 à 36 prochaines heures,
je pense que l'Iran suspendra les discussions et lancera une riposte forte contre Israël. Alors, est-ce qu'ils vont continuer à garder les canaux de communication ouverts avec les États-Unis? Peut-être. Ce n'est pas impossible. Est-ce que les États-Unis, eux, seront prêts à s'asseoir et à continuer à leur parler? C'est la vraie question. Et ça, je n'ai pas la réponse. Donc, au moins, il n'y aura pas de discussion de fond avant, voyons voir. Là, il est presque 11h23, 20h. Donc, il sera bientôt minuit en Suisse. Alors, d'ici à ce qu'on se reparle demain, ils auront eu des échanges. J.D. Vance, lui, il arrivera vers 6h du matin. Alors, vous savez, il va sans doute dormir dans l'avion pendant le trajet, j'imagine, puis se lever et se mettre au travail. Donc, il pourrait, enfin, au minimum, on saura s'ils arrivent à se mettre d'accord sur la façon dont ils vont mener les négociations. Est-ce qu'ils vont continuer à passer par un intermédiaire ou est-ce qu'ils vont se rencontrer directement? Le fait que le Pakistan envoie une délégation de si haut niveau montre qu'au moins, de leur point de vue, ils prennent ça très au sérieux. Et j'espère que Pepe et moi, on aura un peu plus d'informations à ce sujet dans les prochaines heures. Il y a 2 points à propos de cette rencontre qui va avoir lieu. D'abord, du côté iranien, je suis sûr que vous avez vu la déclaration du guide suprême iranien. Il a dit qu'il n'était pas optimiste sur ce qui se passe, mais qu'il avait donné son autorisation au président iranien. Mais il y a aussi des gens en Iran qui ne veulent pas de ces discussions. Ils disent qu'il n'y a rien de positif à attendre de cet accord, donc qu'il n'est pas nécessaire de négocier avec les États-Unis. Leur position est très ferme. Ils pensent vraiment de cette façon. Pourtant, il y a bien des négociations en cours, comme on le sait, en Suisse. Et du côté des États-Unis, quelle est la complexité de la situation? À Washington, on a 2 camps qui s'affrontent, dont l'un est clairement favorable à Israël. Comment décririez-vous la situation à Washington? How do you describe the situation in Washington? Well, it's typical Washington. Eh bien, c'est typique de Washington. Je veux dire, je pense que beaucoup sont un peu sous le choc de voir Donald Trump et J.D. Vance s'exprimer aussi franchement contre Israël ces derniers temps. Ce qu'on n'a pas beaucoup entendu publiquement, mais qui fuit de l'intérieur, surtout du Pentagone, c'est que les seules opérations militaires en cours des États-Unis en ce moment consistent à retirer du personnel et des avions de la région. Donc c'est en train de se faire. Tant que ça continue, ça réduit les risques de conflit. On peut dire que c'est une évolution positive. Le retrait d'Irak, de Koweït? Oui, oui, oui. Alors tu sais, dans les semaines qui ont précédé le 28 février, on avait des rapports indiquant que des F-35, des F-15 et des F-16 étaient envoyés à Chypre, à Incirlik, en Jordanie et en Israël. Donc, toute une flotte d'avions se déplaçait là-bas. Il a fallu environ 2 à 3 semaines pour rassembler les forces, les installer sur place et mettre en place toute l'infrastructure nécessaire. Eh bien maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Parce que si on devait rester, il n'y aurait pas de planification ni de mouvement en cours pour les retirer. Mais les planificateurs sont déjà à l'œuvre. Ils organisent qui partira, quand et vers où, parce qu'ils doivent positionner des ravitailleurs KC-135 tout le long de la route. Parce que vous savez, un F-35 ne peut voler qu'environ 960 km sans charge de combat. Donc, à peu près tous les 600 km, ils doivent faire le plein avant de pouvoir rentrer à leur base, que ce soit en Floride, au New Hampshire ou ailleurs. Et je dirais que c'est pareil pour les navires, pour la marine, pour le groupe aéronaval. Eux aussi se replient. À Diego Garcia, ils réduisent leur présence. Bref, on assiste à un retrait du personnel et des moyens américains dans toute la région.
beginning to draw down U.S. personnel and assets across the region. Today, Iran has closed the Strait of Hormuz again. Aujourd'hui, l'Iran a de nouveau fermé la plupart de ses échanges commerciaux parce qu'il voulait mettre la pression sur les États-Unis. À votre avis, est-ce que c'est plus avantageux pour l'Iran de faire pression sur les États-Unis plutôt que pour les États-Unis de faire pression sur Israël? Vous avez évoqué la possibilité que l'Iran attaque Israël. Pensez-vous qu'il soit nécessaire pour l'Iran d'attaquer Israël directement? Ou bien la fermeture du détroit d'Ormuz suffirait-elle à exercer assez de pression pour les ramener à un peu de raison? To bring them to some sort of sanity. Well, I think it's a myth. Eh bien, je pense que c'est un mythe de dire que le détroit d'Ormuz était soi-disant ouvert, parce que les compagnies d'assurance de Londres, les assureurs maritimes, n'ont pas certifié que le détroit d'Ormuz était sûr pour la navigation. Donc, à ma connaissance, les seuls navires qui passent vraiment par le détroit d'Ormuz sont des navires iraniens. S'il y en a eu d'autres, peut-être, mais pas beaucoup. Vous voyez, c'est bien là le problème. Tant que les mines ne seront pas retirées du golfe Persique, ces navires ne bougeront pas. Alors, même si en théorie le détroit est ouvert, en réalité, le trafic maritime y est très très limité. D'après ce que j'ai compris, il n'y a qu'environ 7 navires par jour qui y passent. Et à ma connaissance, ce sont tous des navires iraniens qui transportent des produits vers la Chine. That are taking product to China. Yeah. Oui, je ne sais pas trop. Et les pays du Golfe alors? Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser le détroit d'Ormuz? Are they going to be able to use the Strait of Hormuz? Well, Eh bien, il faut un navire. D'après ce que je comprends, ils n'ont pas leur propre marine. Ils utilisent des navires étrangers. Donc, tant que ces navires étrangers n'ont pas l'autorisation ni l'assurance pour naviguer, ils ne vont rien transporter depuis les États du Golfe, sauf si c'est un navire iranien qui vient le chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Does that make sense? Yeah. Oui, Yeah. Yeah. So that's what Oui. I'm trying to get across. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que vous répétez sans arrêt « c'est ouvert, c'est fermé, c'est ouvert, c'est fermé ». Mais bon, dire que c'est ouvert, ça suppose qu'il y a beaucoup d'activités. Ce n'est pas le cas. Et inversement, dire que c'est fermé, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus de trafic. Non. L'Iran va continuer à envoyer, il a gagné près de 2,1 milliards de dollars la semaine dernière. It's made close to $2.1 billion in the last week. I think, Larry, je pense, Larry, que la situation avec Israël, si Donald Trump laisse les partis politiques israéliens s'occuper de Benjamin Netanyahou, ce serait vraiment très avantageux pour lui. Tu ne crois pas que ça pourrait être le cas pour Donald Trump? don't you think that could be the case for Donald Trump? Oh, well, no. Non, expliquez-moi ça. Explain that to Parce que vous savez, si on se débarrasse de... me. If you get rid of Ils veulent vraiment le faire tomber du pouvoir. From power. Dehors. Ils veulent vraiment faire ça. Do that. but is that Mais est-ce que ça va changer? Vous pensez que ça va modifier la politique d'Israël? change Israel's policy? No, I don't Non, believe je ne that pense pas que ça va changer Israël. Israel, but that Mais ça va changer l'influence que Benjamin Netanyahou a sur des familles comme les Adelson. families Je ne sais pas. I don't know. No, How not does that necessarily. work? Non. Comment ça marcherait ça? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. L'attitude des Israéliens envers l'Iran est quasiment gravée dans le marbre. Donc, que Bibi soit là ou pas, la politique d'Israël vis-à-vis de l'Iran ne changera pas. Ce n'est pas comme s'il y avait un Israélien modéré qui rejette le sionisme et que tout le monde attendrait sur la touche pour le voir arriver au pouvoir. Ça n'existe pas. Donc en gros, il se débarrasse juste de lui. Disons les choses comme ça. Bibi Netanyahou est un atout important pour Israël, dans le sens où il parle d'une manière que les Américains comprennent facilement. Il a vécu aux États-Unis, il a fait ses études. He lived in America, went to school in America. So, he's in a. Tu sais, il comprend l'Amérique mieux que beaucoup de ses homologues israéliens.
sûrement mieux que Ben Gvir et Smotrich, par exemple. Donc, si la perte de Bibi Netanyahou devait rendre Israël moins efficace pour faire du lobbying au Congrès, à la Chambre comme au Sénat et pour obtenir leur soutien. Parce que tu vois, certains de ces porte-paroles israéliens sont juste, violents, désagréables, et ils ne passent pas bien auprès du public américain. Bibi, lui, c'est le type le plus faux cul que tu puisses imaginer. En hébreu, il dit une chose et en anglais, il en dit une autre. Un beau parleur, quoi. In Hebrew, he says one thing, and in English, he says another. Smooth talking man. I think the United States has many. Je pense que les États-Unis ont beaucoup de moyens à leur disposition pour faire pression sur Israël, pas seulement en ce qui concerne l'aide qu'ils lui apportent, mais aussi en utilisant l'ONU. À chaque fois que l'ONU adopte une nouvelle résolution sur Israël, ils opposent simplement leur veto et empêchent toute action contre Israël. À votre avis, est-ce que ça va changer? Is that going to change, in your opinion? No, no, no. No, not, Non, not non, non. easily. Non, pas facilement. So, Donc vous savez, ça va rester comme ça encore un moment. it'll be status quo for a while. And the borders, the issue. Et les frontières, Larry, c'est là tout le problème. Je pense que si l'Iran et les États-Unis parviennent à pousser Israël à définir ses frontières, ce serait extrêmement bénéfique. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas de frontières, ils ne les définissent pas. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le sud du Liban, dans le sud de la Syrie, à Gaza. Ils parlent de 70%. Pour moi, c'est une question juridique. Et ils peuvent régler ça facilement. La communauté internationale peut rassembler et en discuter. Yeah, no, the international community is not going to do anything. La communauté internationale ne va rien faire. Franchement, elle n'a rien fait depuis quoi? 40, non, 50 et 1 an maintenant. La guerre civile a commencé en 1975. Elle s'est soi-disant terminée en 1990. Mais en réalité, le statu quo est resté le même depuis, avec cette division. Et maintenant, encore une fois, Israël revient pour bombarder, tuer, mitrailler. On ne voit même pas le gouvernement libanais se défendre, se lever pour lui-même, déclarer la guerre à Israël. Comment osez-vous nous attaquer? Declaring war on Israel. How dare you attack us? Je pense que les pays du Golfe, à la suite de cette guerre, sont en train d'apprendre quelque chose qui ne leur était pas accessible auparavant. Ou peut-être qu'ils n'avaient jamais été forcés de le comprendre, cette nouvelle réalité. Je ne sais pas en quoi cela va être bénéfique pour Gaza ou pour la Cisjordanie. Parce qu'en ce moment, tout le monde parle du Liban, parle de la guerre, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on a appris qu'ils bombardaient Gaza. Israël bombarde la ville de Gaza et Khan Younes, les deux parties de Gaza. Et personne n'en parle dans les médias. Right. They don't care. Exactement. Ils s'en fichent complètement. C'est bien ce que je dis depuis le début. Ils ne se soucient absolument pas de ça. Et tu vois, c'est pour ça qu'ils doivent continuer à se battre, presque par désespoir, juste pour essayer de faire entendre leur voix, pour que le monde les écoute, qu'ils fassent attention. Get the world to listen, to pay attention. Larry, la Suisse a toujours été un lieu très important pour les négociations, mais elle a perdu cette position pendant la guerre en Ukraine, parce qu'elle a pris parti. Right. C'est ça. Tu penses qu'ils essayent de redorer leur image, de retrouver un peu cette idée qu'on avait de la Suisse avant? Yeah, I mean, to be perceived as neutral and to try Oui. to enforce that. Enfin, pour être perçu comme neutre et essayer de renforcer cette image, c'est tout à fait possible. Bergenstock. La rencontre a lieu dans un endroit appelé Bürgenstock, un lieu assez isolé. Il me semble que c'est la propriété de l'émir du Qatar. Maybe actually meeting at his house. Ils se réunissent peut-être carrément chez lui, dans sa résidence, parce qu'on ne parle pas d'une simple maison de 4 ou 5 chambres. C'est un domaine vraiment important. Donc là, on a, je pense, du côté du Qatar et du Pakistan, un intérêt financier très fort
à relancer les échanges commerciaux. Mais en même temps, l'Iran, lui, fait clairement savoir que rien ne reprendra de façon naturelle ou normale tant que les promesses implicites dans l'accord en 14 points ne seront pas tenues. Et là encore, on dirait que la demande de l'Iran aux États-Unis pour que ceux-ci remettent Israël sous contrôle a porté ses fruits. Parce qu'il semble bien qu'Israël soit de nouveau tenu en laisse en ce moment. Il ne bombarde plus, du moins pas au Liban. Comme vous le disiez, il frappe peut-être encore à Gaza, mais au moins au Liban, ça s'est arrêté. Si on met l'Iran de côté, Larry, qui aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toute cette folie, est prêt ou a envie de faire pression sur Israël au Moyen-Orient, tous ces pays, qu'ils soient musulmans ou non, qui parmi eux est vraiment prêt à faire pression sur Israël? Eh bien, jusqu'à présent, le Pakistan et dans une moindre mesure le Qatar ont été actifs dans ces négociations. Et je dirais même qu'Oman aussi. Ils ont vraiment tout fait pour essayer de favoriser un accord de paix, quelque chose qui profiterait aux deux parties. Mais vous savez, Israël a toujours joué les troubles faits en interférant avec les décisions des États-Unis. Et là, apparemment, Trump a fini par dire « Non, ça suffit, on ne va plus tolérer ça ». Maintenant, il faut qu'on ait de nouvelles discussions en face à face en Suisse. Au fond, Larry, d'après toi, comment Donald Trump voit la guerre? Tu penses qu'il a vraiment envie d'y retourner ou qu'il en a fini avec ça? Je ne veux pas paraître moqueur, mais franchement, je pense qu'il a une capacité d'attention plus courte que ta petite fille. D'accord? Elle a quoi maintenant? 2 ans? 3? Et tu sais bien comment sont les enfants de 2 ou 3 ans. Oui, 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Ouais, il attrape un truc, il regarde, puis il va en attraper un autre, et voilà. Il n'a pas une grande capacité d'attention. Je suis pas sûr qu'il puisse rester concentré longtemps là-dessus. Il continue à dire des choses insensées. Encore aujourd'hui, il a publié une vérité, j'appellerai pas ça un tweet, mais il publie sur Truth Social. Et il prévient que l'Iran ne touchera jamais un seul centime rouge. Pas maintenant, pas jamais. Bon, il dit ça, mais c'est tout simplement faux. Et ce qui m'amuse, ce sont ces gens qui disent « Oh, les États-Unis et l'Europe vont y retourner et rouvrir le détroit. » Ouais, bonne chance avec ça. Ils n'ont pas réussi pendant la guerre. Et maintenant, tout à coup, ils prétendent avoir une présence militaire plus forte. Franchement, ça ne ferait qu'entraîner l'Europe dans la guerre, inutilement. Et ils vont se faire avertir. Je pense que la réponse à cette question, c'est qu'il faut qu'on se demande en quoi la situation est la même? Est-ce que quelque chose a changé depuis que les États-Unis ont annoncé le cessez-le-feu? Moi, je ne vois rien bouger. Aucun changement depuis ce moment-là, à part que Donald Trump décide, d'une manière ou d'une autre, d'y aller. Peut-être qu'il produirait davantage, parce que j'ai reçu certaines informations de quelques sources. Peut-être que les États-Unis fabriquent 10 000 missiles en peu de temps et qu'ils se préparent à relancer la guerre. Vous êtes en train de dire qu'on vous l'a dit? Oui. Ah oui, c'est absurde, oui. Oui, avec quoi? Avec quoi? Oui, en fait. Mais avec quoi, en fait? Ils n'ont pas de terres rares. Et il en faut pour ça. Il faut aussi des aimants. La Chine, elle, en a, et elle ne les partage pas. En réalité, la Chine accélère. Elle vient de vendre pour 46 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Donc elle n'en achète pas, elle s'en débarrasse. Et ça va mettre encore plus de pression économique sur les États-Unis.
Je pense, Larry, qu'une grande partie de ce qui se passe est liée à la situation intérieure aux États-Unis. Je ne sais pas si tu connais Patrick Bet-David, le podcasteur. Il est irano-américain. C'est un sioniste. Il a soutenu la guerre contre l'Iran. Et en ce moment, dans son dernier podcast, il comparait Marco Rubio à J.D. Vance, en disant que J.D. Vance joue un rôle, qu'il fait semblant. Selon lui, celui qui tire vraiment les ficelles, c'est Marco Rubio. Regarde-le. C'est le candidat républicain à la présidentielle de 2028. Quand ils vont aussi loin, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Ces sionistes investissent dans un projet. Son podcast est extrêmement populaire chez les républicains. C'est pour ça qu'il se passe quelque chose de sérieux au sein de l'administration. Ils essayent d'écarter une partie qu'ils jugent pas assez liée aux sionistes aux États-Unis. Eh bien, on aimerait qu'il y ait une politique un peu cohérente de la part de Trump concernant les prochaines élections de mi-mandat. Jusqu'à la semaine dernière, il passait une bonne partie de son énergie à attaquer d'anciens soutiens très influents dans le monde du podcast. Vous savez, Tucker Carlson, Joe Rogan, Candace Owens. Ces trois-là sont... Candace Owens, those three, this guy, his name is Ian, I forget the Un type, il s'appelle Ian, j'ai oublié son nom de famille, mais il est assez connu. Donc ça marche pas. Vous savez, Trump a divisé sa base à cause de ça. Mais on le voyait encore comme quelqu'un qui avait un soutien solide d'Israël. Eh bien, ce soutien-là, il n'existe plus. Peut-être qu'il a calculé qu'il devait maintenant prendre ses distances avec Israël. Peut-être pour essayer de regagner les Thomas Massie et les Marjorie Taylor Greene avant les élections de mi-mandat. À mon avis, c'est trop peu, trop tard. Je pense qu'il a commis une erreur fatale en couvrant Jeffrey Epstein. Et c'est là que je me pose une autre question, parce qu'on avait déjà supposé que peut-être les Israéliens faisaient chanter Trump. Ce serait pour ça qu'il a fait certaines choses, comme maintenir la guerre en Iran. Les décisions qu'il a prises cette semaine montrent exactement le contraire, qu'il se retire, qu'il n'a plus envie de rester dans cette bataille, parce qu'il voit bien que ça pourrait peser sur l'élection. Et ils ont sans doute calculé que, dans le fond, les Juifs sionistes représentent une toute petite minorité d'électeurs à l'échelle du pays. Oui, il y a bien quelques sionistes influents, avec beaucoup d'argent et une certaine influence sociale. Mais, vous savez, je pense qu'ils ont estimé qu'ils avaient plus à gagner en prenant leur distance avec ce milieu sioniste. Ces Juifs sionistes représentent quelque chose comme 10% des Juifs aux États-Unis, parce que la plupart de ceux avec qui je parle sont, en gros, contre Israël. Aucun d'entre eux n'est en faveur d'Israël. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment une idée claire du nombre de personnes qui soutiennent Israël, ni du pourcentage que ça représente. Je ne suis pas sûr de ce chiffre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a environ 10 millions de Juifs aux États-Unis, sur une population d'environ 350 millions. Donc, ce n'est pas un nombre très important. On peut dire, en revanche, que leur influence est disproportionnée par rapport à leur nombre. Ça, c'est certain. Vous avez dit qu'il était trop tard pour Donald Trump. Vous parlez des élections de mi-mandat. C'est bien ça? Oui, oui. Mais il n'est pas trop tard pour J.D. Vance. Eh bien, J.D. Vance regarde déjà au-delà des élections de mi-mandat, vers la présidentielle de 2028, dans 2 ans. Donc je pense que ça va être très très difficile pour Trump de redresser la situation maintenant. Il sera, enfin surtout si ce qu'on lui a dit sur l'économie se confirme.
Rappelons-nous, la raison pour laquelle il a changé de position sur l'Iran et qu'il a signé le protocole d'accord, c'est qu'on l'a informé de la gravité de la situation économique mondiale à venir, quand les pays auront épuisé leurs réserves stratégiques de pétrole, et surtout quand les États-Unis auront vidé la leur. Oui, je pense que s'il perd les élections de mi-mandat pour Donald Trump, la question c'est, qu'est-ce que ça implique pour lui? Quel serait le revers s'ils perdent ces élections? Est-ce qu'ils vont le destituer? Est-ce qu'il en sortirait quelque chose de vraiment important? S'il continue avec le même type de politique, il va se faire beaucoup d'ennemis parmi les sionistes. Disons que ce tsunami économique qui frappe les États-Unis commence à atteindre nos côtes fin juillet, début août, et que l'essence double de prix, littéralement double. Elle passe de 3,50 $ à 7 $ le gallon, qu'il y a des pénuries de nourriture dans les magasins, que le rationnement commence et que l'économie s'arrête presque complètement. À ce moment-là, la colère se tournera contre Donald Trump, avec des gens qui diront « c'est toi qui nous as mis dans ce pétrin ». Et lui, il continuera d'affirmer que tout va bien, alors qu'en réalité, ce ne sera pas du tout le cas. Alors, si à ce stade, il perd le contrôle de la Chambre et du Sénat, si les démocrates arrivent au pouvoir, ou si des républicains hostiles à Trump sont élus, on pourrait voir le contrôle des deux chambres basculer. Et dans ce cas, il serait facile de faire adopter des articles de mise en accusation à la Chambre. Ensuite, on passe au Sénat. Et au Sénat, il faut une majorité des 2/3 pour condamner. Il est tout à fait possible que 2/3 des sénateurs soient prêts à condamner Donald Trump. Et là, tout d'un coup, il pourrait se retrouver et bien confronté à une destitution, au minimum. Au passage, il a besoin du Congrès pour les négociations en cours avec l'Iran. Imaginons que tout se passe bien, que les discussions avancent, qu'ils obtiennent quelque chose de concret. Eh bien, il aura besoin du Congrès pour l'aider à gérer la question des sanctions contre l'Iran. Eh bien, idéalement, il devrait négocier un accord avec l'Iran qu'il présenterait ensuite au Congrès pour le faire ratifier, en quelque sorte comme un traité. Je ne sais pas s'il serait prêt à le faire, mais c'est nécessaire. Ne serait-ce que pour que l'Iran sache qu'il a un vrai accord, pas simplement quelque chose qui dépend de l'humeur de Donald Trump. Comment se sent-il aujourd'hui? Est-ce qu'il va juste se réveiller un matin, de mauvaise humeur, en colère, et décider de tout abandonner? Donc franchement, ce serait bien mieux s'il pouvait dire « on a un accord que le Congrès américain a validé ». Au moins, on aurait un soutien public pour cet accord. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Trois pays ont été invités au sommet du G7, le Brésil, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous? Oh, je pense qu'ils essayent de diviser les BRICS. Vous savez, c'est ça, le vrai enjeu. Et je suis surpris, franchement, qu'ils aient pas essayé d'inviter l'Inde. Mais je crois que l'Inde, de toute façon, n'avait pas l'intention d'y aller. Je pense, enfin je ne sais pas si j'ai raison, mais est-ce que les Émirats arabes unis et l'Égypte, dans le cas de ces deux pays, sont liés à l'Asie de l'Ouest et à ce qui s'y passe? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va au-delà de ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? À cause de la guerre en cours. Ils savent que l'Égypte est très importante d'ailleurs, quand on parle de Gaza, du Liban et pour les États-Unis. C'est d'une certaine manière un partenaire ou une sorte d'allié des États-Unis dans la situation au Moyen-Orient. Mais les Émirats arabes unis, eux, sont l'autre partenaire d'Israël. Ils sont très proches d'Israël. Et d'une certaine façon, s'ils sont proches d'Israël, ils le sont aussi des États-Unis.
Well, they have been, but again, you've seen Eh bien, oui, mais on a quand même vu des signes montrant que les Émiratis prennent leur distance avec les Israéliens, au minimum. Et d'après plusieurs sources, ils auraient rendu à l'Iran une partie des avoirs gelés qu'ils contrôlaient pour que Téhéran puisse, je pense, les convertir en yuan, les sortir du dollar américain et les placer en monnaie chinoise. Donc on dirait que les Émirats arabes unis jouent un rôle un peu plus constructif. Rappelez-vous, ils n'ont pas été beaucoup touchés lors de la dernière riposte de l'Iran. Remember, they didn't get hit much in this last response by Israel, by Iran, I mean. So, Je pense qu'ils commencent à comprendre que les États-Unis ont perdu et qu'ils ne seront plus là pour les protéger. Pas du tout. Alors leur raisonnement, c'est plutôt « il vaut mieux filer d'ici tant qu'on le peut encore ». Et en même temps, je pense qu'ils sont en discussion avec la Chine et avec le Pakistan. Ils se disent peut-être « tiens, on peut s'en sortir, on peut se dégager de cette situation. On n'a plus besoin de dépendre de la protection américaine. On va avoir quelque chose de mieux, disons une force de défense arabo-musulmane commune pour nous protéger. » Je pense que l'Inde était là le 26 février. Ils étaient là 2 ou 3 jours avant le début de la guerre en Israël. Je ne sais pas s'ils étaient aux Émirats arabes unis. Mais ils ont participé au sommet du G7. L'Inde était là. Je ne crois pas. Ils y étaient? Oui, je crois bien. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Oui, je crois que le G7, c'est les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Inde, la France, l'Italie et le Japon. Oui. Donc voilà, ça fait 7. L'Inde n'était pas là. Ils étaient peut-être présents comme observateurs, mais pas comme participants. Oui, observateurs. Ils étaient là. Oui, j'ai la photo ici. Modi est là? Ah, Modi était là? Oui, Modi est là. Tu sais, Sisi est là aussi. Oui, ils sont tous là. Oui. Je ne sais pas trop ce qu'ils pensent du Brésil. Mais le Brésil, c'est compliqué pour les États-Unis ici, en Amérique latine, Larry. Et ils ont un vrai ressenti par rapport à ce qui se passe à Gaza, au Brésil. Le gouvernement brésilien a soutenu Gaza du début à la fin, tu sais, plus que beaucoup de pays de la région. Ils ont soutenu, à mon avis, la cause de Gaza. Tu vois, les pays du Golfe en parlent, mais ils ne font rien. Alors que le Brésil, en Amérique latine, fait partie des pays qui soutiennent les droits des Palestiniens. C'est important. Larry, demain, on va savoir ce qu'il en est des négociations, s'il y en a, parce que tu disais que tu n'étais pas sûr qu'il y aurait vraiment des négociations. Oui, oui. Je veux dire, on aurait dit que ça n'allait pas se faire. Et maintenant, ça va se faire. Donc, clairement, ils ont trouvé un terrain d'entente. Sinon, J.D. Vance ne monterait pas dans l'avion. Il y a donc eu des discussions directes en coulisses. On va devoir attendre et voir ce qui se passe. Oui, exactement, exactement. Merci, Larry. Eh bien, Stuart Schmidt même pour vous aider. Oui, exactement. On va en parler ensemble avec Modi. Très bien, mon ami. Prends soin de toi. À bientôt.